Merci beaucoup Joséphine pour cette expérience allemande en tout cas et ces éclairages. Et on vous souhaite effectivement beaucoup de courage et bonne chance dans votre initiative et dans votre élan en tout cas. Donc merci à toutes et à tous, on va continuer. Il est temps de parler d'argent, mais un peu plus précisément, même si on a évoqué évidemment les pistes budgétaires ce matin, après ce modèle et après ces modèles dont on a parlé ce matin, plus généralement, quels sont les mécanismes de financement du transport public, sur quel levier agir, des questions auxquelles nous allons tenter de répondre au mieux avec nos invités. Je vais inviter Lucile Josse, représentant l'État, sous-préfète, secrétaire général de la préfecture de l'Indre, Charles-Éric Leménian, premier vice-président de la DCF, l'Assemblée des communautés de France, vice-président du GART, le groupement des autorités de transport et ancien président de la communauté d'agglomération d'Orléans-Val-de-Loire, Alain Lecointe, donc, qui est vice-président de la communauté d'agglomération du Niortais en charge des transports représentant le maire, Jérôme Baloge, merci beaucoup d'être présent, Didier Cazel, directeur général adjoint de Keolis France en charge de la branche territoire, et Malika Mazouz, donc chef de projet transport et déplacement au cabinet ITER, coopérative de conseil en mobilité, peut-être plus, voilà, on va ouvrir là-bas, donc coopérative de conseil en mobilité et auteur d'une des autres études dont les résultats ne seront pas publiés aujourd'hui à notre grand regret, mais très prochainement, dans 15 jours pour être exact, à Nantes, à l'occasion des 27e rencontres du transport public. Une heure d'échange, j'imagine plein de questions dans la salle. On va tout de suite partir comme d'habitude d'un exemple. Et cette expérimentation, eh bien, c'est celle de nos amis de Sévrien, Alain Lecointe, vice-président de l'agglomération niortaise, un peu moins de 60 000 habitants pour la ville, 150 000 pour l'agglomération. Si je ne me trompe pas, à peu près dans les chiffres. 125. Bon, voilà, j'ai été gourmand. C'est peut-être parce que je suis de Sévrien, c'est pour ça. Troisième rentrée cette année avec la gratuité, mise en service au 1er septembre 2017. Donc très rapidement, un petit peu comme pour commencer, comme à Châteauroux, même constat, les bus n'étaient pas trop remplis, vous aviez beaucoup d'exonérations. Dans quel contexte, effectivement, c'est mis en place cette gratuité, et dans quel contexte financier vous avez pu la mettre en œuvre? Bien, bah écoutez, merci. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, je voudrais renouveler en mon propre nom les excuses de notre président d'agglomération, maire de la ville de Niort, Jérôme Baloge, qui, retenu, n'a pu être là, mais qui vous présente toutes ses salutations. Juste sans être trop long, peut-être rappeler les caractéristiques de la communauté d'agglomération du Niortais ou de Niort-Agglo, parce que, et c'est peut-être l'un des éléments importants, je ne sais pas s'il a été évoqué au cours des différents débats, gratuité oui, mais tous les territoires sont différents et la gratuité n'est pas forcément possible partout, et la gratuité se voit en fonction de la spécificité des territoires. Le territoire de la communauté d'agglomération du Niortais, c'est une superficie de 820 km², c'était 45 communes, avec les regroupements de communes c'est maintenant 40, mais avec une caractéristique, par exemple une différence importante si on regarde Dunkerque en particulier. Notre communauté d'agglomération a un ratio de 1000, j'ai bien dit 1000, entre la commune la plus importante qui est la commune chef-lieu qui est Niort et la commune la plus petite. Alors il y a eu les regroupements de communes donc qui faisaient 60 habitants, maintenant la commune la plus petite fait 180, mais il y a encore 3 ans un ratio de 1000 entre la commune la plus grande et la commune la plus petite, et un ratio de 10 entre la commune la plus grande et les communes immédiatement suburbaines. Donc vous imaginez bien que la problématique du transport et de la mobilité, et j'insiste sur le mot mobilité, je vais y revenir très rapidement, est quelque chose qui s'apprécie différemment, même s'il y a l'homogénéité du territoire, les solutions sont complètement différentes en ce qui concerne les dessertes des diverses collectivités. Première caractéristique. Deuxième caractéristique également extrêmement importante, ce que nous avons voulu,
À l'occasion de cette réflexion, qui s'est d'ailleurs faite de manière synchrone avec le renouvellement de notre DSP, et on va revenir sur les éléments financiers, c'est effectivement un point ou une date importante avec le renouvellement de cette DSP. Nous n'avons absolument pas voulu réfléchir uniquement transport. On a réfléchi mobilité, mobilité au sens large. Les transports, les bus sont un élément de la mobilité, mais à plus forte raison dans notre territoire. Donc, il y a déjà au niveau transport divers éléments de mobilité, transport urbain, transport interurbain, TAD, transport à la demande, TPMR, etc. Mais également, ça a été tous les autres outils de mobilité, en particulier de mobilité douce, et autres outils avec les nouveaux éléments que l'on a maintenant d'échange d'informations, qui sont le covoiturage, qui sont également les parkings relais et autres. C'est donc toute cette réflexion de mobilité qui a été reposée à l'occasion donc du renouvellement de cette DSP et à l'occasion du constat, vous l'évoquiez, de plusieurs choses, des choses factuelles et une volonté politique. Des choses factuelles, c'est des bus à moitié remplis, si on voit le verre plutôt à moitié plein, certains un peu moins remplis. C'est le premier élément extrêmement important. Le deuxième élément, c'est notre volonté au niveau de notre territoire d'accompagner et de nous inscrire dans le volet environnemental et nous inscrire dans le volet social. On était, excusez l'expression, un petit peu en avance avec le mouvement des Gilets jaunes, mais il y a cet aspect économique qui était extrêmement important. Permettre à toutes et à tous d'accéder au transport. Tous ces éléments-là brassés avec... J'y viens à l'élément financier important qui est dans le cadre de notre financement des recettes billettiques qui représentaient à peu près 12% de l'intégralité de notre compte d'exploitation en matière en particulier de DSP, nous a fait aller, et c'était une volonté affichée du président, enfin du candidat maire à l'époque et maintenant également président de la communauté d'agglomération, d'aller vers la gratuité. Donc cette gratuité, c'est d'ailleurs un mot que j'aime pas employer. On n'est pas passé du payant au gratuit, et je vais faire le lien avec votre intervenante précédente. On est passé de la tarification symbolique, alors je vais expliquer pourquoi je dis tarification symbolique, donc tarification symbolique au libre accès. J'ai beaucoup aimé le terme juste entrée. C'est exactement ça, c'est juste entrée, parce que, on va peut-être pas l'évoquer, ça pourrait être un peu long, mais la gratuité peut se voir sous diverses formes. Il y a des gratuités qui se voient avec malgré tout des cartes d'appartenance à la collectivité. Il y a nécessité d'avoir ce document, ce badge, etc. Nous, c'est vraiment, je vais reprendre l'expression, moi j'aimais beaucoup le libre accès, mais je reprends le juste entrée. Donc on rentre, on se pose pas de questions, il n'y a rien pour badger. Et puis la tarification symbolique, effectivement, quand les recettes billettiques représentent de l'ordre de 12%, on ne peut pas dire qu'on est sur quelque chose de payant. Donc voilà notre volonté, et c'est sur quoi on s'est appuyé pour construire à la fois le nouveau réseau, mais le penser dans une organisation globale sur le territoire de mobilité. Donc il a fallu gérer et prévoir ce surcoût financier, bien évidemment, pour le fonctionnement, mais aussi prévoir ces investissements en termes de mobilité, d'aménagement, de parking. Donc vous avez eu cette réflexion. Quelques chiffres peut-être pour savoir ce que ça a représenté pour l'agglomération niortaise. Oui, alors de manière très simple, si on traduit le pourcentage que j'ai évoqué en chiffres, globalement c'était 1,5 million de recettes billettiques que l'on avait à trouver. Globalement, c'était le budget transport est de l'ordre de 15 à 16 millions d'euros. Sur ce qui est spécifiquement dédié au transport à proprement parler, on est de l'ordre de 12 à 13 millions d'euros. Donc c'était 1,5 million à trouver. La particularité, et j'insiste sur ce sujet parce qu'on est sur une table ronde budgétaire, donc je ne voudrais pas être trop technique, mais ce qui est quand même important, c'est que nous sommes particulièrement respectueux de la réglementation, entre guillemets. Nous avons un budget annexe, le budget transport est un budget annexe qui s'autofinance, j'insiste bien, qui s'autofinance intégralement avec le VT. Donc il s'autofinançait avec le VT
plus en l'occurrence les recettes billettiques, mais nous n'avions pas et nous n'avons toujours pas d'abondement du budget général au budget transport. Premier élément. Donc ces recettes d'1,5 million, mais il a bien entendu fallu les trouver. On les a trouvées de deux manières, et j'en parle d'autant plus librement que notre délégataire est dans la salle, mais peu importe, la DSP est maintenant terminée. On a eu la DSP, donc remise en concurrence sur un réseau qui allait devenir le plus grand réseau à l'époque avant Dunkerque, et vous ne voyez pas de jalousie dans mon propos, mais qui allait devenir le plus grand réseau de France avec la gratuité, donc des enjeux importants. Et ça nous a permis donc, dans ce cadre de la renégociation de cette DSP, bien, d'avoir un tarif plus ajusté par rapport à notre attente, et surtout également refondre complètement notre offre de transport. Et quand je dis la refondre complètement, c'est pas remettre en cause l'ancienne DSP qui avait été négociée en 2010, mais juste deux éléments que j'aime à citer, et il y en aura d'autres à citer dans la prochaine DSP, mais que je ne connais pas forcément encore. Lorsque la nouvelle DSP a été décidée par rapport à l'ancienne, en 2010, Blablacar n'existait pas, ou c'était de manière quasiment confidentielle, donc on ne pensait que transport. On ne pensait pas mobilité sur le territoire. Et tous les outils numériques que l'on a maintenant qui nous permettent à la fois d'avoir des échanges sur du covoiturage, à la fois avoir des informations en temps réel, des suivis de tracing sur des correspondances et autres, n'existaient pas non plus. Donc c'est tous ces outils qui permettent d'adapter l'offre transport que nous avons faite. Et donc adaptation de l'offre transport plus renégociation DSP. En gros, nous a permis de retrouver l'équilibre. D'accord, avec un VT qui n'augmentait pas. Alors le VT n'augmentait pas, ça n'était pas du tout notre volonté, et de toute manière nous n'en avions pas la possibilité, mais ce n'était pas du tout notre volonté. Le VT, et nous sommes à 1,05 compte tenu de la caractéristique de notre communauté d'agglomération, étant donné que nous avons fait le choix. Ça a été un débat, ça a été d'ailleurs le débat électoral de l'époque en 2014, mais on ne va pas y revenir. Est-ce qu'on fait des lignes, est-ce qu'on va vers une ligne TCSP donc, qui aurait permis, alors ça dépend de quelle manière on peut le présenter, vous voyez pas ma liste dans mon propos, qui peut permettre d'offrir un réel service, ça c'est d'un côté, ou l'autre côté, passer de 1,05 à 1,8. Bon, on a beau avoir un territoire, et on en est heureux, un territoire relativement riche économiquement, c'est pas une raison pour augmenter le VT au-delà de taux qui ne seraient pas raisonnables. Donc sans augmenter le VT. Alors une question effectivement qui va ouvrir les débats. Est-ce que, à votre avis, avec le recul aujourd'hui, pour peut-être donner un exemple ou au moins des pistes d'orientation, il faut se dire qu'on a un territoire avec voilà, des ressources financières qui nous permettent de mettre en place la gratuité, ou est-ce que la décision politique et la volonté peut aller au-delà de cela, en disant on va réfléchir à une stratégie, mobilité, ça va nous coûter de l'argent, même si au départ on n'en a pas forcément les capacités financières. Après, c'est un choix. Après, c'est un choix de la collectivité et de son mode de financement. Je ne sais pas si les représentants de Dunkerque sont là, mais je ne crois pas trahir le choix qu'eux ont pu faire quand ils sont passés à la gratuité. Oui, s'ils sont là, ils le corrigeront si je dis des bêtises, mais je ne pense pas. Ils ont en même temps fait la gratuité et injecté de l'offre. Mais il faut le financer et c'est l'abondement du budget général. Nous, le choix que l'on a fait, c'est de ne pas toucher au budget général, c'est donc avoir l'équilibre budgétaire. Donc le choix qui a été fait, c'est de dire nous sommes dans une équation économiquement jouable, c'est ce que l'on a fait, dans le cadre d'une refonte de l'offre transport, avec pourquoi pas des possibilités d'injecter de l'offre aussi. Déjà, on en a fait depuis le premier réseau qui a été reconstruit en septembre 2017, qui est la date de la nouvelle DSP, de départ de la nouvelle DSP. Des évolutions sont possibles, mais effectivement, il faut les financer. Et puis, juste un petit clin d'œil, entre guillemets, et je crois que ça fait tout à fait partie du débat, parce qu'on est dans la soutenabilité financière. C'est donc, est-ce que dans le temps, on peut tenir ? En gros, c'est ça. Alors, est-ce que dans le temps, on peut tenir ? Ben, dans le temps,
temps, oui, parce que nous, on a démarré et l'équilibre était là. On a deux choses. On a à la fois une croissance, bien entendu, de la fréquentation, et c'était l'objectif, qui nécessite de redimensionner les moyens. Mais d'abord, on commence à remplir les bus avant d'en acheter d'autres. C'est la première chose. Et la deuxième chose, augmenter l'offre pour, avec de la fréquence et avec de la proximité pour permettre plus d'utilisation. Mais de toute manière, l'augmentation de cette offre, il faudra bien la financer. Et quand on voit qu'en moyenne, les recettes billettiques en France, donc je ne vais pas parler chez nous donc on était à 12, mais en moyenne, les recettes billettiques, c'est 25-30%. Enfin, on peut se battre sur les chiffres, mais peu importe. De toute manière, ça ne représente que 30%. Donc, si vous voulez augmenter l'offre, il faut bien trouver le moyen de financer les 70% qui restent, sachant que de toute manière, les 70% qui restent, vous ne pouvez pas les faire supporter par le recette billettique qui représente les 30%, sinon ça conduirait à faire supporter tout sur les recettes billettiques et à multiplier le prix du ticket par 2 ou par 3. Donc, hormis ce paramètre-là qui est en fait l'équation, que l'on soit en gratuité ou que l'on ne soit pas en gratuité, à partir du moment où on veut injecter de l'offre, où on veut augmenter, enfin c'est pas forcément on veut, mais les choix que l'on fait conduisent à augmenter les dépenses, le financement fait que les recettes billettiques étant de toute manière très limitées, c'est l'ensemble des autres acteurs, donc VT et ou abondement du budget général, qui seront sollicités pour financer cette soutenabilité dans le temps. Donc ça, c'est au moins très technique et très pratico-pratique. Avec Lucile Josse, on va continuer à faire de la pédagogie, entre guillemets, sur ces questions de financement du transport public. Alors, vous avez œuvré notamment au sein de la Direction générale des collectivités locales, hein, avant d'arriver effectivement dans le département de l'Indre. Donc vous connaissez bien tous ces mécanismes, et des mécanismes qui sont appelés peut-être à évoluer, justement. L'arrivée de ce débat sur la gratuité des transports publics joue un rôle essentiel dans le regard qu'on peut avoir les collectivités locales aujourd'hui dans le financement des transports. Merci beaucoup de me donner la parole. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. En tant que représentante de l'État à cette table ronde, la première chose que je voudrais dire, c'est que pour le coup, c'est vraiment une décision, la politique tarifaire est vraiment une décision de l'AOM, donc Autorité organisatrice de mobilité. Donc c'est un choix, et comme ce que vous avez rappelé l'illustre à mon avis tout à fait bien, c'est un choix politique qui dépend d'une équation qui est éminemment locale et qui dépend des circonstances de l'agglomération ou de la ville où cette décision est prise. Donc c'est à la fois vrai en termes géographiques, et d'ailleurs j'ai trouvé ça très intéressant que vous commenciez par rappeler les distances, les rapports entre les chiffres, entre l'agglomération centre, parce que c'est un élément très important dans l'évaluation du coût des transports. Et d'ailleurs là je fais un petit crochet sur mon propos, mais c'est vrai qu'on remarque que depuis une dizaine d'années, les lignes, la surface à couvrir a augmenté d'un chiffre qui est compris entre 46 et 56%. Donc c'est l'une des explications de l'augmentation qui est tendancielle et qui est vraie en France, mais également dans le monde entier, du coût des transports publics urbains, avec notamment l'évolution du niveau de vie et du PIB. Donc plus le PIB augmente, plus il y a une exigence, je pense, en termes de qualité des services publics, et plus le coût des transports publics augmente. Mais à partir de là, donc c'est une décision qui dépend de cette équation. En France, effectivement, comme vous le rappeliez, il y a 3 sources de financement pour les transports publics urbains, et c'est rappelé dans le Code des transports: la contribution des collectivités, le versement transport et la contribution des usagers via les recettes de la billettique. C'est très différent, le chiffre est très différent, je crois, mais je vous voyais, donc peut-être que vous connaissez les chiffres mieux que moi, selon l'existence d'un tramway ou d'un métro et l'absence de ce type d'équipement. Donc je crois que quand il y a des équipements du type tram ou métro, la contribution de la billettique est de 32%, et elle est passée de 37 à 32% depuis les 10 dernières années. En l'absence de ce type d'infrastructure, elle a beaucoup baissé puisqu'elle est passée de 33% à 17 ou 18% pour les réseaux, exactement. 17%. J'avais peut-être un chiffre pas bien arrondi, mais voilà, 17%. Donc après, ce cadre étant posé,
Il est vrai que, notamment puisqu'on parle de soutenabilité budgétaire, ces décisions s'intègrent dans un cadre réglementaire et législatif qui est national et puis qui est aussi européen. Donc il y a des aspects, par exemple, de la législation européenne qui vont dans le sens de ces décisions, notamment sur la pollution de l'air, où le fait d'instaurer la gratuité, si ça améliore la qualité de l'air, ça pourrait permettre à un pays comme l'Allemagne peut-être de ne pas payer de pénalité à la Commission européenne. Puis après, il y a le cadre de soutenabilité budgétaire, où effectivement, si c'est la contribution du budget général qui est mobilisé pour financer ce type de décision politique, là, eh bien, on se retrouve à devoir considérer le cadre de l'association des administrations publiques locales à l'effort de redressement des comptes publics, qui, comme vous le savez probablement tous ici, et Monsieur Le Meyen particulièrement bien, puisqu'il siégeait au comité des finances locales quand j'en faisais le secrétariat, donc voilà, j'ai beaucoup pris en note ce que vous disiez, a été dans 2 paradigmes extrêmement différents, d'abord de 2014 à 2017 avec évidemment la baisse des dotations, qui en baissant les recettes des collectivités locales pouvait rendre plus difficile l'octroi d'une contribution importante à un budget annexe type pour le transport. Depuis 2018 et la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, on est passé à un paradigme très différent, donc les contrats de Cahors. On pourra revenir sur l'impact des contrats de Cahors, parce que je sais que la ville de Niort fait partie des 322 collectivités concernées, mais pas l'EPCI. Il y a débat. Mais on pourra revenir sur l'impact là-dessus. Mais peut-être. Mais c'est pour ça que je le disais à la fin et que je pense que voilà. Mais donc c'est vrai qu'il y a forcément ceci à considérer et que dans cette décision, après ce cadre réglementaire national s'applique différemment en fonction de la répartition des différentes recettes qui contribuent au financement de la compétence transport dans les collectivités. Et par définition, le rôle de l'État, l'accompagnement de l'État auprès des collectivités doit s'adapter aussi à ces changements de paradigme, vous l'avez dit, et voilà, peut-être encore continuer encore plus après dans les années à venir, puisque le débat arrive de plus en plus sur la table. Alors c'est possible, ça je pense qu'il y a aussi beaucoup de débats au Parlement, à la fois dans le cadre de l'examen de la loi LOM et également dans le cadre de la loi de finances pour 2020. Sur le financement de ces nouvelles mobilités. Et d'ailleurs, vous l'évoquez, on n'est pas uniquement sur des réseaux de transport urbain, on est aussi sur les nouvelles mobilités type covoiturage, un développement de l'intermodalité. Et donc la réglementation et le financement de toutes ces mobilités fait l'objet de beaucoup de débats en ce moment. Il y a également un sujet qui n'a peut-être pas été abordé, c'est on a vu émerger le terme de zone blanche de la mobilité, avec le fait que le versement transport, qui est évoqué comme effectivement une source de financement prioritaire, ne s'applique pas pour toutes les intercommunalités et qu'il y a des intercommunalités qui n'y sont pas éligibles. Donc il y a effectivement beaucoup de débats là-dessus. Après, voilà, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que c'est effectivement des choses qui sont oui, absolument. Débat. De la même manière qu'on peut tenir ou pas sur un budget particulier sans interférer sur le budget général de la collectivité, c'est évident. Charles-Éric Le Meyen, premier vice-président donc, de l'Association des communautés de France, ancien président de la communauté d'agglomération d'Arléans. Alors vous avez beaucoup travaillé aussi depuis de nombreuses années sur toutes ces questions. Aujourd'hui, en 2019, il reste encore des axes et des points d'amélioration de ces systèmes de financement, en tout cas de révolution de système de financement par rapport à ce qui existe et ce qui a déjà évolué. Compte tenu du contexte, hein, évidemment. Oui. Je vais peut-être reprendre exactement quelques chiffres. Aujourd'hui, le versement, le système transport de province, l'Île-de-France, c'est un peu spécifique, on ne va pas revenir sur l'Île-de-France, c'est 47% par le versement transport. Je rappelle que le versement transport, au global, c'est 8,5 milliards au niveau national, et qu'il n'existe qu'en France. Il n'existe pas ailleurs, dans aucun pays d'Europe. Et c'est une taxe sur les salaires payés par tous les établissements de plus de 11 salariés. J'insiste sur un point, on dit c'est les entreprises. D'ailleurs, on l'a dit également ce matin. Non. Les entreprises payent les 2/3, et 1/3, c'est payé par les associations ou les collectivités ou les hôpitaux. Dans les grandes villes, le principal contributeur du VT, c'est toujours l'hôpital. C'est les établissements. Donc attention. De plus Donc de le VT, salariés. 47%. Deuxième élément, la contribution, comme vous l'avez dit, des collectivités locales, c'est 33%. L'État met 3%, et donc, en global, le client final ne paye que 17%. Ça, c'est le financement global du système de transport, fonctionnement et investissement. Pour le fonctionnement, là, on a des chiffres beaucoup plus précis. En gros, en global, ce qu'on appelle le R sur D, pardon pour le ratio un peu techno, les recettes sur dépenses de fonctionnement. Recettes tarifaires sur dépenses de fonctionnement, c'est au niveau global en France, c'est 30%. On perd 1% par an
Pourquoi est-ce qu'on perd? Tout simplement parce que les périmètres de transport urbain se sont augmentés et que ça coûte plus cher de faire du transport dans les zones peu denses que dans les zones denses, tout simplement. Et donc chaque année, cette contribution des recettes par rapport aux dépenses diminue mathématiquement. Mais simplement, c'est très 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 différent, comme l'a dit Alain Lecointe, d'un territoire à l'autre. Et moi j'insiste beaucoup sur le point qu'on ne peut pas ne pas différencier les grands réseaux des petits réseaux. Alors j'ai plein de chiffres, je ne vais pas vous les citer tous, j'en ai des tonnes. Mais quand vous avez un réseau comme Lyon, Lyon c'est 393 millions de dépenses de fonctionnement et 228 millions de recettes. C'est énorme. Et que vous avez à côté de ça, j'en prends un au hasard, Guingamp, où il y a je crois c'est 24 000 euros de recettes, qui représentent 6% des dépenses de fonctionnement, c'est évidemment pas la même chose. D'autant plus qu'on dit bien le contrôle et la billettique, c'est pratiquement des frais fixes. C'est très important pour un petit réseau qui a très peu de recettes. Mais pour un grand réseau qui a 20-30 millions de recettes, c'est peanuts, c'est rien. Alors je vais prendre quelques chiffres quand même pour montrer que c'est très différent. Niort, vous l'avez dit, c'est 1 500 000 euros de recettes. Dunkerque, les chiffres de 2017, c'est 3,7 millions, c'est entre 4 et 4,5 millions. Un réseau comme le mien à Orléans, c'est 19 millions. Calais, j'ai noté le chiffre, c'était les recettes, c'est 2 millions. On a quand on a Nantes, c'est 71 millions. Grenoble, c'est pas 30 millions, c'est 36 millions d'euros. Ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Autant quand vous avez, il y a à peu près une centaine de réseaux qui ont un coût de fonctionnement du réseau inférieur à 1 million d'euros et des recettes qui vont de 20 000 à 300, 400, 500 000 euros. Châteauroux, c'était 400 000 euros. Passer à la gratuité, ce n'est pas un problème financier insoluble. Quand vous avez 20 millions, 30 millions, 70 millions d'euros, 228 millions d'euros, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Est-ce que pour autant le débat doit être clos systématiquement dans les villes où ça dépasse Est-ce que systématiquement le débat doit être clos avant Non, en imaginant voilà. Encore une fois, toute situation est spécifique. À Niort, le versement transport est supérieur au coût de fonctionnement du réseau transport. À Dunkerque, une ville qui a été, comme l'a dit très justement Patrice Vergrit, c'est une ville qui a été créée pour l'automobile, qui avait un système de transport. D'ailleurs, toutes les villes qui sont passées à la gratuité ont deux caractéristiques. Une part modale extrêmement faible, Dunkerque en dessous de 5%, et une part des recettes très limitée, un montant de recettes tarifaires très limité. Toutes ont cette caractéristique. En revanche, quand vous avez un système qui fonctionne, où les bus sont pleins, où il y a un service qui est performant, comme le disait Bruno ce matin, eh bien à ce moment-là, passer à la gratuité, ça n'a rien à voir. On n'est vraiment pas sur le même paradigme. Encore une fois, différencions les choses. Je ne dis pas, je ne fais aucune, je refuse toute idée globale. Ça n'a pas de sens. Chaque situation est spécifique. Mais je dis qu'il faut faire attention à ne pas faire de prosélytisme, à ne pas dire la gratuité c'est bien partout. Ça peut être bien parfois. C'est un choix politique. Et un choix politique, il faut savoir, vous l'avez dit très justement, on aura une contrainte financière pour nos collectivités qui sera de plus en plus lourde. Ne nous faire aucune illusion. Dans ces cas-là, comme en plus on a supprimé la taxe d'habitation. Donc on aura, on peut en penser du bien ou du mal, c'est fait, on ne viendra pas en arrière. Donc moi je dis simplement qu'aujourd'hui, on ne pourra pas ne pas réinterroger le mode de financement de toutes les politiques publiques. Il faudra bien faire des choix. On peut avoir une politique de bibliothèque-médiathèque gratuite. On peut avoir une politique sportive avec des tarifs très bas. On peut avoir une politique transport, si c'est la priorité, c'est une priorité pour Dunkerque, c'est un choix politique assumé, je le comprends parfaitement bien. Et je respecte ce choix politique. Mais on ne pourra pas ne pas réinterroger le mode de financement des politiques publiques entre la solidarité nationale, l'impôt national, la solidarité locale, l'impôt local, et le tarif. Et qu'à l'évidence, il faut qu'on se pose des questions et qu'on fasse des priorités de choix politiques. Et c'est pour ça que, exactement comme la FNOT, moi j'ai tendance à privilégier, je sais que ce n'est pas parfait, je suis d'accord avec Patrice Vergrit, il faudra l'évaluer, et le garde d'ailleurs, Louis Nègre, le dira peut-être tout à l'heure, souhaite effectivement évaluer ces politiques de tarification sociale. Parfois ça marche, et je suis convaincu que s'il y a eu la même communication
que Dunkerque a fait sur la gratuité, qui aurait été faite sur le système de tarification solidaire, elle aurait marché. Parce qu'à Strasbourg, ça marche. Voilà. Donc je dis simplement, l'avantage de la tarification solidaire, c'est que c'est vrai qu'il y a un avantage, juste entrée, ce qui est incontestable et incontournable dans la gratuité, c'est que c'est simple. C'est simple. On n'a pas une carte à prendre, on rentre directement dans le bus. Mais simplement, je dis aujourd'hui, la tarification solidaire permet de résoudre la question sociale. On paye selon ses capacités contributives, en ayant la même capacité financière pour financer ce qui m'apparaît comme essentiel, c'est l'augmentation de l'offre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut tous? On est tous d'accord, on veut limiter l'autosolisme. Pour ça, il y a 3 solutions. La quantité de l'offre, donc les kilomètres produits, la qualité de l'offre, le respect des horaires, l'information, etc., le confort, et puis le prix. Et dans toutes les enquêtes, on les met dans l'ordre. Le prix est considéré comme secondaire, parce que de toute façon, quand on prend sa bagnole ou quand on n'a pas d'autres moyens, ça coûte beaucoup moins cher de prendre le transport public que de prendre la voiture. Donc j'insiste là-dessus. Moi, je suis personnellement partisan, autant que faire se peut, de privilégier l'offre, donc la tarification sociale, mais je comprends parfaitement bien, c'est un choix politique que le GART ou la DCF n'ont aucunement vocation à juger. Si effectivement, en fonction du choix politique de l'Assemblée et des moyens qu'elle a à sa disposition, une collectivité veut faire une gratuité, que ce soit dans le transport, dans le sport ou dans la culture, libre à elle de le faire, et je comprends parfaitement ses choix. Alors c'est très bien, parce qu'on est en plein débat, on a le droit effectivement de ne pas partager ou de partager au contraire. L'intérêt, il est de parler aujourd'hui, on l'a bien senti, plus généralement au-delà des transports de mobilité. Et donc ça veut dire, est-ce que ce débat doit pouvoir intégrer aujourd'hui le débat dans les collectivités et en local, et permettre demain peut-être de trouver ce que vous dites tout à l'heure, et là tout le monde s'y accorde, de nouvelles sources de financement, de nouveaux paradigmes, hein, pour reprendre votre terme. Oui, je veux bien, mais encore une fois, aujourd'hui, dans nos collectivités, la contrainte financière, elle est globale. Elle est globale. Et si on trouve une source de financement, elle sera affectée à quoi? Elle sera affectée à des priorités politiques qui, dans le cadre de la décentralisation, seront décidées par les assemblées locales. Je voudrais essayer sur 2 petits points qui me semblent importants. Pour le VT, attention, le VT, il est contesté. Il faut savoir que dans la loi LOM... Il y a des négociations en cours avec le MEDEF, notamment. Le MEDEF a une position très poussée, mais ça devait intégrer la loi LOM, ça aussi. Bien sûr. Donc, normalement, il est sacralisé dans la loi LOM. Mais n'oublions pas que pour le MEDEF et la CPME, c'est chiffon rouge, le VT. C'est un impôt sur les salaires. Donc, pour la compétitivité économique, c'est pas top. Et qu'aujourd'hui, il est contesté. Or, s'il n'y a pas de VT en France, le système de transport se casse la figure. On arrête notre ramène au bus. On a même le ministre de l'économie qui a dit si la France est le seul pays à l'avoir institué, c'est que pas forcément c'est un bon impôt. Et donc aujourd'hui, attention, pour les entreprises, payer la gratuité avec le VT, eux, c'est pas leur tasse de thé. Et deuxième élément, attention aussi à la TVA, ça a été mentionné ce matin par le vice-président de Calais. Alors c'est compliqué, mais le principe, en 2 mots, hein, c'est tout simple. On ne récupère la TVA sur le fonctionnement que lorsqu'on a plus de 10% de recettes. C'est une jurisprudence de la direction des finances publiques. Alors simplement aujourd'hui, avec la gratuité, on trouve des solutions dans le cadre d'une négociation, dans le cadre d'un rescrit fiscal, qui permet que si la contribution de la collectivité à la DSP est supérieure à X ou Y, c'est pas le même chiffre partout. Donc, comme l'a dit le vice-président de Calais, attention, il y a un risque juridique là-dessus, c'est pas stabilisé, donc il y a un risque sur la TVA, et le non-remboursement de la TVA sur les frais et les dépenses de fonctionnement, c'est lourd financièrement. Oui, Lucide Josse, il y a des vrais dangers, là aussi, de leviers fiscaux aussi, là on en a parlé, il y a des vrais dangers sur lesquels on doit pouvoir alerter, et doit alerter justement les collectivités. Vous voulez répondre, Alain Lecointe? Non, pas juste un point de précision en ce qui concerne cet aspect qui a été évoqué de la TVA entre guillemets. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre d'une mécanique de DSP, on est en DSP, et il faut nécessairement, si l'on ne veut pas être en marché public, comme on est en marché de DSP, il faut un intéressement du délégataire
au fonctionnement, un intéressement sous une forme ou sous une autre. Cet intéressement, dans le cadre de la gratuité, tout simplement, c'est les taux de fréquentation, et cet intéressement est une somme variable, la somme qui est versée au délégataire. Il y a une somme fixe, donc effectivement, qui ne relève pas de la TVA. Par contre, cette somme variable qui, en fait, compense des recettes qui ne sont pas perçues, elles correspondent, ces recettes compensées, qui sont l'intéressement, donc en matière de fréquentation, sont d'un niveau à peu près équivalent aux recettes tarifaires et sont, elles, soumises à TVA. Donc on est tout à fait dans l'esprit de la loi et tout à fait conforme. Quand on est en DSP, mais pour les petits réseaux, attention, ils ne peuvent pas récupérer. Oui, effectivement. Oui, si je fais par rapport à la... Alors sur le VT, juste 2 points. Alors d'abord, c'est tout à fait vrai que c'est un impôt qui a été énormément étudié. Donc par exemple, en 2010, la Suisse avait mandaté le cabinet de conseil PwC pour analyser le versement transport et voir s'il était réplicable pour résoudre leurs problèmes de financement de leur réseau de transport public urbain. Et je crois qu'à ce jour, s'ils ne l'ont pas mis en œuvre, pareil, le gouvernement allemand a fait un rapport très long sur les différentes sources de financement des réseaux de transport public urbain en 2008, je crois, avec la moitié du rapport, c'est sur le versement transport, et pareil, je crois que l'Allemagne ne s'est pas lancée dans l'aventure. Donc effectivement, c'est un point à noter, c'est un impôt qui est controversé. C'est vrai que c'est aussi un outil de politique économique, et qu'aujourd'hui, en plus, il y a eu la mise en œuvre... alors qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le versement de transport? C'est vrai qu'il y a de plus en plus de collectivités où il est auto-plafond, et qu'en plus on est quand même dans une période où la croissance économique n'est plus ce qu'elle a pu être à d'autres périodes, et où donc les salaires augmentent peu. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas voir ça comme une source de financement qui va être à même de financer l'augmentation des coûts qui est prévisible en raison des mécanismes économiques que j'ai évoqués en introduction. Et que ça en devienne un impôt injuste pour le coup, finalement. Si on augmente, enfin les salaires n'augmentent pas, si on prend sur... Alors là, c'était plutôt vraiment sur mon point était plutôt économique. Ouais. C'était plutôt puisqu'on est sur des coûts qui ont vocation à augmenter pour les raisons que vous avez évoquées. Et puis aussi les autres formes de mobilité qui, depuis la loi MAPTAM, covoiturage, autopartage, ont vocation à être financées aussi par les collectivités. Parce que là, on parle du réseau de transport public urbain, mais il y a des nouvelles formes de mobilité qui émergent, qui répondent à une demande très forte des citoyens. Vous évoquiez également les mobilités as a service, les MAS, qui peuvent depuis peu être financées par les autorités organisatrices de la mobilité. En tout cas, c'est en débat à la loi LOM. Je me souviens plus si ça a été adopté. Mais du coup, tous ces nouveaux usages constituent des coûts supplémentaires pour les AOM qu'il va falloir financer. Et là, on a en face un impôt qui est effectivement très étudié, donc qui a ses avantages et qui effectivement permet le financement de notre système de transport, mais qui n'est pas une ressource qui, a priori, n'est pas dynamique dans le paradigme économique actuel. Didier Gazelle, pardon, vous, très rapidement. Parce Juste une remarque très rapide. On peut quand même miser, et c'est ce que fait la communauté d'agglomération du Niortais, comme toutes les communautés d'agglomération et toutes les collectivités, c'est sur le développement économique du territoire. Bon, et le développement économique du territoire, c'est quelque chose, je dirais que c'est un cercle vertueux ou une spirale vertueuse. Ça n'est pas continuer à taxer sur le salaire, c'est parce qu'il y a de la croissance économique sur le territoire. Mais les exemples ce matin se sont évertués à dire que la gratuité pouvait être un élément de développement économique d'un territoire. Voilà, Didier Gazelle, on parle de Keolis, vous êtes le directeur général adjoint en charge de la branche territoire. Keolis, c'est notamment 5 réseaux gratuits, Châteauroux, Chantilly, Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise, Vitry en Ille-et-Vilaine, Nyons dans la Drôme, 86 réseaux payants, des grands, Lyon, Lille, Bordeaux, Morlaix, si je ne me trompe pas. Alors justement, lorsque vous négociez avec les collectivités, notamment, soit en renouvellement de DSP, mais là en l'occurrence quand on fait état d'un projet de gratuité, quels sont les premiers éléments, en tout cas financiers, mis en avant par le délégataire et l'opérateur? Déjà, et ça a été souligné par tous, et en tant qu'opérateur, je le souligne aussi, c'est-à-dire que la gratuité, c'est un choix politique, et c'est la prérogative exclusive de la collectivité. Et au fond, notre rôle d'opérateur des transports, c'est de contribuer à éclairer les choix possibles et leurs conséquences. On le fait puisqu'on exploite des réseaux en gratuité totale, où effectivement, ça a des conséquences, mais aussi en gratuité partielle. On le fait aussi dans notre rôle par rapport à toutes les interrogations des collectivités sur la transition énergétique, qui est un débat qui va arriver juste après, parce qu'au fond, en termes de faisabilité technique, en termes de coûts associés, l'hydrogène, le gaz naturel ou l'électricité, ce n'est pas du tout la même approche des sujets. Et Alain Lecointe le soulignait, c'est notre rôle d'opérateur
de mobilité, au pluriel, c'est qu'il n'y a évidemment pas une réponse unique par rapport aux besoins de mobilité qui est le bus ou le car, c'est que selon les territoires, eh bien, il y a toute une palette de solutions les plus adaptées aux territoires et on essaie d'apporter notre expertise auprès des collectivités sur, au fond, quelle est la solution la plus adaptée entre le transport à la demande, on va dire du mixte régulier, du mixte à la demande qu'on appelle le système flexo, qu'on peut appeler les mobilités douces, etc. Et au fond, c'est notre apport d'expertise pour éclairer ces choix et après, au fond, la collectivité décide par rapport à ça. Et donc, c'est notre rôle de partenaire des collectivités d'apporter cet éclairage-là. Alors, Alain, Monsieur Le Ménien soulignait effectivement le ratio des 30%. C'est vrai qu'à Keolis, on exploite des réseaux où effectivement la contribution des recettes dépasse de 40% le coût et à l'inverse, on a d'autres extrêmes. Voilà. 57,1 pour Lyon. Voilà, et à l'inverse, des réseaux où on est à 5-10%, et c'est sûr que la problématique se pose très différemment en termes du point de départ d'où on part. Un point que je voulais souligner, parce que c'était peut-être un paradoxe, on va dire apparent, que M. Le Mien a souligné en disant mais la billettique c'est un coût fixe. C'est vrai qu'on peut se dire, quand on passe à la gratuité, on ne vend plus, il n'y a plus de billettique, il n'y a plus besoin de contrôleurs. Donc au fond, on peut le voir comme une économie immédiate qui vient en partie compenser le manque à gagner. Mais dans les faits, et on l'a observé sur les réseaux qui sont passés en gratuité totale, au fond, supprimer un point de vente, tout n'est pas digitalisé. Et au fond, au fur et à mesure, des collectivités ont recréé des points d'information pour recréer du contact humain. Voire, on parle aussi de contrôleurs. Certains réseaux ont aussi investi dans des médiateurs, c'est-à-dire pour avoir de la présence humaine. Donc tout ça pour dire que sur ce sujet d'économie immédiate, identifiable, lié par exemple à la billettique, ça s'apprécie au cas par cas et sur la durée, il ne faut pas le considérer comme une économie, on va dire, pérenne. Voilà. Alors, au fond de notre expérience de ces réseaux qui sont passés en gratuité totale, le fond, c'est quelle est la logique voulue. Si la logique voulue, c'est de dire on veut augmenter significativement la fréquentation des transports collectifs par rapport à l'utilisation de la voiture, alors ça suppose une approche complète de la politique des transports. Et comme l'a souligné M. Ménin, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement sur l'angle tarifaire, mais aussi et surtout sur l'angle de l'offre, au sens amplitude, fréquence, vitesse commerciale, et puis aussi de la qualité de service, c'est-à-dire effectivement le confort à bord, la capacité, la climatisation, les conditions de voyage, et puis l'accès à l'information. Et c'est ce tout-là qui crée effectivement l'évolution des comportements. On fait beaucoup d'enquêtes clients, et lorsqu'on pose la question à ces clients qui est au fond pour quelles raisons, qu'est-ce qui ferait que vous utilisez moins votre véhicule pour utiliser plus les transports collectifs, la réponse de tous ces clients, c'est clair, c'est de dire on souhaite au fond avoir un parcours de bout en bout dans lequel le temps de parcours soit le plus compétitif possible dans de bonnes conditions de voyage. Et donc ça repose effectivement les questions de l'offre. Et quand on regarde d'un point de vue, on va dire, quantitatif, sur les expériences qu'on a, que ce soit sur Saltoro ou d'autres raisons, au fond, l'impact de la gratuité pure et simple, c'est-à-dire que toutes choses étant égales par ailleurs, on passe à la gratuité. Sur les réseaux qu'on a vus, ça a eu un impact immédiat, certes, de l'ordre de 25 à 30%. Effet de plafonnement, voire grignotage. Mais comme, par exemple, à Châteauroux, en l'espace de 15 ans, on a plus que triplé la fréquentation, ça veut dire qu'en complément de cette approche de la transport, il y a une vraie réflexion sur la politique de transport dans sa globalité, qui s'est traduite par de l'offre, au sens de la revisite de la fréquence et de la structuration de l'offre, de l'amplitude, des conditions d'offre. Il y a eu mise en place tout récemment de bus articulés pour résoudre des problèmes de capacité, les climatisations, et puis après la qualité de service. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investissements faits, notamment par Châteauroux, sur site web, avec des pages en chinois, soit dit en passant parce qu'il y a de la clientèle chinoise, d'applications mobiles, d'informations en temps réel à bord. Voilà. Et c'est toute cette chose qui crée en fait la dynamique, puisqu'au fond, le sujet, c'est de conquérir et fidéliser. Et pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau, mais conquérir et fidéliser, ça suppose d'avoir une approche complète de la politique des transports. Oui, d'accord. Rapidement, Monsieur Le Ménien. Juste un mini point de complément. En fait, on voit bien que la gratuité, ça n'a pas d'effet durable, et tout le monde l'a dit ce matin, s'il n'y a pas parallèlement une augmentation de l'offre. Et que donc, ça veut dire que l'équation financière, il faut l'apprécier dans le temps.
Parce que systématiquement, pour tous les réseaux, on voit bien finalement les charges de fonctionnement, dans le temps, elles augmentent puisque l'offre a augmenté, que le nombre de chauffeurs a augmenté et que, en fait, dans le prix du transport public, les 2/3, c'est le prix des chauffeurs. Je prends un exemple pour Orléans, pour comparer Orléans et Châteauroux. J'ai regardé entre 2001 et 2008, Châteauroux a mis en place la gratuité en 2002, 1er janvier 2002. Entre 2001 et 2008, la fréquentation est passée de 21 à 55 voyages par habitant par an. Ils étaient à 1 500 000 voyageurs et ils sont passés à 4 100 000 voyageurs. Pendant la même période de 7 ans, j'ai pris la même période pour Orléans, chez nous, quand on a mis en place la seconde ligne de tram. Donc au premier en 2012, et donc j'ai calculé entre 2011 et 2018. On est passé de 88 à 131 voyages par habitant par an, et on a pris en fait 12 millions de voyageurs supplémentaires. On est passé de 24,2 à 36 millions de voyageurs. Donc on ne sait pas aujourd'hui différencier ce qui vient de l'augmentation de l'offre et ce qui vient de la gratuité pure. Et c'est ça que je voudrais. Et il y a un peu, comme on fait les deux ensemble, on ne sait pas ce qui apparaît à l'un et ce qui apparaît à l'autre. Et ça, c'est très compliqué à pouvoir mesurer. Vous nous compliquez la tâche. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il y a des études qui sont menées. Alors, l'opérateur et le délégataire en fait. D'ailleurs, Gilles Averroux, ça a fait état de votre enquête sur Châteauroux. Le cabinet ITER a beaucoup travaillé aussi, et notamment sur ces questions budgétaires et de financement. On va revenir essentiellement là-dessus parce que le temps passe vite. Malika Mazouz, peut-être un petit mot très rapidement de savoir qu'est-ce que ITER et dans quelles circonstances le cabinet a été saisi par le GART pour faire cette étude sur la gratuité des transports publics. Oui. Bonjour. Non, ITER, c'est une coopérative de conseil en transport et mobilité qui a été créée dans les années 70 et dont le métier de base est le transport de personnes. Donc aujourd'hui, on travaille sur d'autres problématiques puisque les questionnements de la mobilité, on l'a évoqué depuis ce matin, ont quand même évolué. Donc on travaille sur les modes doux, la circulation, le stationnement. Mais notre métier de base, c'est le transport de personnes. Et aujourd'hui, on intervient essentiellement sur des missions de contractualisation et de restructuration, voire de création de réseaux, sur du transport urbain, du transport à la demande. Et on a été missionné par le GART pour mener l'étude sur la gratuité, donc, dont les résultats vont être présentés en octobre. Alors, on n'aura pas de résultats, ça c'est sûr, vous nous l'avez dit. En revanche, effectivement, quel a été le cahier des charges? Est-ce que, justement, ces notions de soutenabilité budgétaire, ou en tout cas ces notions de levier financier, étaient véritablement sur la table, en même temps que d'autres leviers sociétaux, éthiques, environnementaux? Alors, le cahier des charges, alors peut-être l'objectif général de la mission était d'amener des éléments factuels et en toute objectivité. Donc nous, on a un bureau d'études indépendant, on n'est affilié à aucun groupe, à aucune AOM, à aucune association, quelle qu'elle soit. Donc il y avait aussi cette garantie-là. Et le travail était de pouvoir recueillir un maximum de données auprès des territoires. Donc ce n'est pas une recherche, c'est vraiment s'appuyer sur la donnée mise à disposition par des territoires pour pouvoir évaluer les impacts de la gratuité. Donc avec une vision avant mise en œuvre de la gratuité, année de mise en œuvre de la gratuité jusqu'à aujourd'hui. Donc on a été confronté à plusieurs problématiques, donc la donnée disponible, puisqu'on se rend compte notamment sur les territoires comme Châteauroux, où la mesure est relativement ancienne, on n'a pas forcément suivi les impacts de la gratuité comme ça semble être le cas, ou comme ça va être mis en œuvre aujourd'hui sur Dunkerque. Donc on a récupéré de la donnée, je dirais, qui permet de suivre des ratios classiques de mise en œuvre de la gratuité, avec quelques éléments d'enquête, mais plutôt des enquêtes de satisfaction menées par l'opérateur, mais où l'impact, par exemple, du report modal de la gratuité, l'impact du report modal, c'est pas une question qui était posée clairement de cette manière-là. Donc on a de la source de données partielle, parfois qui n'étaient pas exploitables. Donc ça nous a permis de discriminer les réseaux. Et donc le travail s'est basé sur des rencontres, du recueil de données et de l'analyse auprès des territoires. Donc Voilà. y compris auprès des collectivités directement. Tout à fait. Oui, on les a rencontrés, on a rencontré beaucoup. On a aussi travaillé sur 3 réseaux européens, donc Tallinn, Hasselt et Luxembourg, justement pour... Là, il y a eu des études universitaires plutôt poussées qui ont été réalisées, mais j'insiste aussi sur le fait que c'est pas transposable. C'est-à-dire, ça amène des enseignements, ça amène des éléments de réponse, mais difficilement transposables au contexte français, et notamment sur le plan économique. Et on a aussi tiré une petite prospective à l'échelle régionale. Voilà. C'est-à-dire
C'est-à-dire la question de la gratuité, est-ce que c'est un sujet qui peut se poser à l'échelle régionale? Et là, on retombe un petit peu dans l'échange qu'on avait en début de table ronde. Dire, on a des effets d'échelle, des effets de volume, où sur des territoires où on a des modes lourds, avec des niveaux de recettes fortement contributifs au déficit de fonctionnement, la question, elle se pose un petit peu différemment. On a cette recette à compenser. On a aussi une situation technique initiale du réseau à prendre en compte. Si on a un réseau qui est déjà bien fréquenté, on a, et ça c'est une constante sur tous les réseaux, l'appel de fréquentation que provoque la gratuité est très fort. Je nuancerai un petit peu votre propos, Monsieur Le Maignan, sur la fréquentation en début de gratuité. À Châteauroux, le réseau a été 8 mois sans restructuration. Donc on a identifié clairement une vraie hausse liée uniquement à la gratuité. Donc c'est quelque chose qui existe et qui est soutenu, c'est vrai, mais comme dans tous les réseaux, même quand ils ne sont pas gratuits, qui est soutenu par des développements d'offres. Et c'est là où on a effectivement un niveau de fréquentation qui repart. Voilà, c'est... D'accord, dans les principaux enseignements, justement, on va pouvoir aussi travailler sur la suite et la durabilité, parce que ce qu'on disait, c'est que ce qui manquait, c'était surtout du recul en année, pour que ça dure. Aujourd'hui, vous pensez qu'il était temps, on est voilà, un moment un peu charnière pour pouvoir produire cette étude. Elle arrive un peu tard. Après, je dirais que c'est peut-être aussi, tard, pas de notre fait, ni du CART, mais tard dans la réflexion globale dans le monde des transports sur la gratuité. Ce qui est un peu dommage, parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'uniformité dans les recueils de données, dans la manière dont on peut aborder cette question, qui nous permettrait d'avoir une vraie évaluation de cette politique. Et c'est ce qui manque un petit peu aujourd'hui, en fait, aussi dans les échanges, c'est que on peut dire qu'effectivement, sur le plan budgétaire, économique, il faut un versement transport, en tout cas un tissu économique dynamique qui permet de le soutenir, mais il y a aussi des territoires qui ont clairement fait le choix de ne pas s'appuyer sur le VT pour financer la gratuité. Et à notre connaissance, en tout cas dans les monographies qu'on a pu réaliser, on n'a identifié aucun réseau qui a arrêté d'investir en développement d'offres en lien avec la mesure de gratuité. Donc voilà, c'est en fonction des contextes locaux, économiques, techniques aussi, de la politique de mobilité qui est portée. On ne développe pas de la densité d'offres sur une grosse agglomération comme on peut le faire dans une ville moyenne. Et là, il faut replacer le transport collectif au niveau de ce qu'on peut en attendre et de sa pertinence. Et donc jouer, comme vous le soulignez, la carte de l'intermodalité, du développement des autres modes, notamment des modes actifs en milieu urbain dense, puisque c'est là où ça a sa pertinence sur les territoires de ville moyenne. Donc au moins, il n'y a aucun territoire sur lequel la pertinence, en tout cas de la mesure, a été remise en cause. Alors si, il y a quand même deux communes, deux territoires. Il y a Bar-le-Duc et Manosque. Je ne demandais pas forcément de nom. Mais... sur la gratuité, pour des raisons différentes. Mais ce qu'on a constaté, c'est que sur les réseaux qui avaient développé de la gratuité, il n'y a pas eu un frein en matière d'investissement et de développement d'offres. Je dirais qu'il y a même, mais c'est vrai aussi sur d'autres réseaux, il y a une rigueur quelque part dans la gestion et dans la qualité de service qui est offerte. Et sans non plus de danger à terme, ce matin on a parlé de peut-être danger futur, en tout cas mise en danger du transport. Ça ne s'est pas avéré forcément. Alors ça, je vais avoir un peu du mal à vous le dire sur les années qui viennent, mais je pense qu'effectivement, il y a un vrai questionnement sur le financement des transports publics tels qu'ils sont financés aujourd'hui. Et ça interroge. Et je pense qu'il faut aussi avoir ça à l'esprit quand on raisonne sur la gratuité. Il y a cette prospective territoriale qui est importante du réseau. Quel réseau pour mon territoire ? De quelle manière il va venir soutenir le développement urbain, mais aussi les autres mobilités. Et puis, il y a cette prospective un peu plus économique et financière dans un contexte global qui n'est pas forcément très réjouissant. Qu'est-ce que vous souhaitez en faire à terme, l'utiliser, en tout cas cette étude du GART, du cabinet, le GART ? Comment l'exploiter et la finalité. Assez lâchement, je laisserai à mon président préféré, Louis Nègre, qui intervient à la table ronde suivante, le fait de répondre à la question que vous posez. Je dis simplement qu'il y a un vrai problème qui se pose, je rejoins sur ce qu'a dit Malika Mazouz, comment on va financer le transport dans les zones périurbaines et rurales ?
Le vrai problème, il est là. Aujourd'hui, on ne sait pas comment faire. Et je vous rappelle que pour la loi L'Homme, la commission mixte paritaire a échoué sur le thème du financement de ces offres des nouvelles AOM. Donc là, il y a un vrai débat de fond. Comment est-ce qu'on trouve l'argent pour financer une nouvelle offre? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que demandent les Gilets jaunes? Ils demandent en fait une augmentation, une amélioration de l'offre. Alors, ça a été évoqué ce matin, notamment avec l'aspect scolaire, puisque la région Centre fait partie des 2 régions de France qui ont mis en place la gratuité des transports scolaires à l'échelle régionale. Ça s'appliquera aussi, puisqu'on l'a évoqué en fin de table ronde, sur le fait que la population vieillit et qu'il faut aussi penser réfléchir à cette mobilité sur l'ensemble du territoire, y compris rural. Oui, mais alors, attendez. Pourquoi j'ai plus de 60 ans? Pourquoi est-ce que j'ai des réductions SNCF? Parce que j'ai plus de 60 ans. Mais je trouve ça absurde. Les gratuités, les réductions au statut n'ont pas de sens. Ça dépend de la capacité contributive. C'est ça qu'il faut mettre en œuvre. Parce que ça, c'est une mesure nationale. Ben oui, peut-être, mais ça peut. Donc on se repose la question. Ça peut être débile, même si c'est national. Mais non, on se repose la question de savoir si effectivement ce débat-là doit intervenir aussi à l'échelle nationale, quoi. Oui, bien sûr. Lucie Josse pour un petit terminé avant de laisser la parole à la salle. Alors, ce qu'on constate, je crois, c'est que la tarification sous conditions de ressources est plutôt en croissance par rapport à la tarification au statut, donc pour les étudiants, les personnes de plus de 60 ou 65 ans. Et ça, je pense que dans une approche économique, en tout cas, et de rationalité de l'utilisation des fonds publics, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'effectivement, comme vous le rappelez, vous pouvez être en dessous d'une limite d'âge ou au-dessus et avoir pourtant une capacité contributive qui est très différente. C'est notamment le cas pour, par exemple, la population étudiante, où effectivement, en fonction de vos sources de revenus, la gratuité est un dispositif valable et explicable ou pas du tout. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si vous pouvez voter métier devant. Alors, on va juste faire passer un micro. Ah, c'est vrai que c'est... Désolé. Tac. Voilà le monsieur juste devant. On va se laisser 5 minutes de questions-réponses. Bonjour, Guy Lebras, directeur général du groupement des autorités responsables de transport. J'ai eu l'occasion d'échanger il y a un certain nombre de mois, quand Niort est passé à la gratuité, avec monsieur le maire de Niort. Je n'avais pas osé lui poser une question à cette époque-là, mais je vais oser vous la poser, monsieur l'adjoint au maire. Vous avez un VT qui, au départ, effectivement, avait une capacité qui était supérieure, enfin, un rendement supérieur au coût de votre réseau. Au moment où vous avez réfléchi, étudié le passage à la gratuité, est-ce que vous avez envisagé l'hypothèse où éventuellement vous garderiez la tarification, mais vous baisseriez le versement transport ? Lorsque la problématique s'est posée, le contexte était un petit peu différent parce qu'il y avait une approche politique qui était celle d'aller vers la gratuité et il y avait une autre approche politique qui était de faire un TCSP et de monter le VT de 1,05 à 1,8. Donc c'est déjà entre guillemets une forme de réponse où d'ailleurs on peut se poser la question sur le passage à 1,8, ce qui aurait réellement pu financer le TCSP et ce qui aurait contribué à maintenir un réseau qui n'était pas forcément bien tenu ou bien géré économiquement. Voilà ma réponse. Ce que je voudrais dire, et je profite que j'ai le micro, pour évoquer cette approche de la gratuité. Cette approche de la gratuité, elle est globale dans la mobilité. Elle n'est pas que transport. On a parlé, on parle du transport, on parle des bus. 2 exemples très concrets qui illustrent la philosophie selon laquelle on l'a déclinée au sein de la communauté d'agglomération du Niortais. On a souhaité énormément développer la mobilité douce avec les vélos. Et les vélos en particulier à assistance électrique. C'est pas évident de passer au vélo à assistance électrique, ça peut être séduisant, mais ça n'est pas en utilisant un vélo pendant une journée ou en le mettant gratuitement à disposition des gens pendant une journée que les utilisateurs vont vraiment se dire oui, c'est un moyen de transport qui me convient pour aller travailler, c'est un moyen de transport que je souhaite utiliser. Donc toujours dans cet esprit de la gratuité, bien qu'il s'agisse d'un moyen de transport individuel, donc on n'a pas dit on va donner un vélo gratuit à l'ensemble des habitants qui le souhaitent,
On a, et on continue à le faire, enfin, c'est plus une expérimentation, parce que maintenant, c'est quelque chose qui vit au quotidien. Nous mettons à disposition, alors il y a une liste d'attente, je vous le fais pas, enfin, je vous laisse imaginer, on met à disposition de toute personne qui le souhaite de la communauté d'agglomération du Niortais, pendant 3 mois, un VAE, un vélo à assistance électrique, on lui met à disposition gratuitement. Mais on va plus loin. Lorsque ces 3 mois sont terminés, bien entendu, on ne peut plus rester en mécanique gratuite. Donc, il y a une offre payante derrière. On a à aujourd'hui un taux de conversion de 60%, ce qui est absolument extraordinaire. Et on a tout réussi. On a vraiment cet esprit de faciliter le déplacement, la mobilité, en aidant et en encourageant les gens à prendre connaissance et à utiliser bien de nouveaux usages et de nouveaux modes de transport. Autre exemple, et on parlait de la gratuité sur les transports régionaux. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails et toutes les subtilités ou tous les problèmes qu'on a été amené à résoudre, parce que quand on parle de gratuité, ça paraît simple. Il y a tout un tas de cas particuliers qu'on n'avait pas vu forcément venir. Quand on a réorganisé notre réseau de transport, nous avons sur notre territoire des TER. On a 2 lignes TER. Il est bien évident que nous n'allions pas mettre en concurrence, on n'allait pas mettre des lignes de bus, entre guillemets, là où il y avait des TER. Bien évidemment, on a une architecture, on a une homogénéité, on a une organisation qui doit s'appuyer sur ces ressources du territoire. La problématique, c'est, oui, mais la gratuité, comment on fait avec les TER ? On a essayé de trouver un moyen terme, et le moyen terme est de dire, pour tous les scolaires, les abonnements sont pris en charge. Voilà donc toute la philosophie, tout l'esprit. Donc c'est pour ça que il ne faut pas, enfin il faut dépasser un petit peu si je peux me permettre, la gratuité pour la gratuité. Et puis pour terminer, donc on parlait, j'avais évoqué les gilets jaunes entre guillemets. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le 1,5 million de VT, c'est 1,5 million qu'on a redonné et qu'on redonne tous les ans. 1,5 million, c'est pas neutre sur le territoire. 1,5 million qu'on redonne en pouvoir d'achat tous les ans aux habitants du territoire, et on sait que c'est des gens qui en ont relativement besoin, et parce qu'en plus ils en ont besoin, c'est 1,5 million qui est réinvesti dans l'économie locale. Je pense qu'on a gagné pas mal de choses. Et d'autant plus qu'avec les TER, il y a des questions de compétences qui ne sont pas les mêmes, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, tout là-haut ? Ah, pardon, vous étiez avant, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Non, je ne sais pas si j'étais avant, mais ça va être très très bref. Vous avez expliqué que finalement, vu les ratios, pardon, Loïc Prudhomme, je suis député. Votre nom, votre prénom, Loïc voilà, Prudhomme, c'est voilà, enregistré. député de Gironde, pardon. Merci. Sur le ratio, en fait, on voit que c'est le budget général des collectivités qui permet de faire le choix politique, qui est un vrai choix politique, de basculer sur la gratuité des transports. Par contre, vous disiez que c'est un peu le même choix que choisir de favoriser le sport ou favoriser d'autres politiques publiques. Moi, il y a une question que je me pose, c'est quand même sur cette question du transport, il y a les externalités négatives dont on n'a pas parlé, à savoir pollution de l'air et les problèmes sanitaires, et l'environnement, qui est quand même un problème tout à fait prégnant. C'est comment ces externalités négatives, finalement, financièrement, le fait de les réduire pourrait permettre d'abonder au budget général des collectivités. Je crois que c'est un point aveugle de la réflexion sur le financement des transports, parce qu'il y a quand même un impact sanitaire et environnemental qui est absolument prégnant dans cette question du développement de l'offre et du transport. Question tout à fait pertinente. Oui, je comprends parfaitement. La logique voudrait à ce moment-là qu'on ait une partie, parce que le mode de financement du transport peut et devrait être réinterrogé globalement. Sachant que le VT n'est pas forcément l'impôt le plus économiquement efficace, mais simplement, si on le supprime, il n'y a plus de transport. Donc à ce moment-là, est-ce qu'une contribution environnementale ne pourrait pas remplacer le VT et à ce moment-là intégrer les externalités que vous évoquez là. Mais la question des externalités, elle joue aussi pour pas mal d'autres politiques publiques. Pour l'exemple de l'eau, pour l'exemple des déchets, vous avez exactement les mêmes problématiques qui se posent. On est bien d'accord, hein ? Ouais, effectivement. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Oui, bonjour. Olivier Georgiades, agglomération du Grand Périgueux. Le débat qu'on a, nous, localement, concernant la gratuité ou pas des transports en commun, achoppe beaucoup sur cette question de la TVA qui a été abordée, mais un petit peu rapidement. On est dans un flou, apparemment, juridique et technique. Et est-ce qu'il est possible d'avoir des éléments de réponse
concernant la prise en charge de la TVA ou pas sur le fonctionnement, sur l'investissement. Est-ce qu'on peut avoir un retour des différentes collectivités? Est-ce qu'il y aura des témoignages qui vont être mis en ligne, par exemple, après les deuxièmes rencontres d'aujourd'hui? Est-ce que l'étude qui est faite par le cabinet ITER ou par l'Observatoire des mobilités peut nous éclairer aussi là-dessus? Parce que c'est quand même un élément relativement important pour qu'on puisse prendre des décisions après au niveau local. C'est le but. L'Observatoire, en tout cas, va tout publier, évidemment, en partie sur le site internet, je vous ai évoqué tout à l'heure. Et quant à l'étude, elle sera présentée dans 15 jours. Alors c'est un point qu'on a effectivement regardé, la contractualisation et les impacts fiscaux et contractuels du passage à la gratuité. Alors je ne suis pas une fiscaliste, donc je vais vous faire une réponse de généraliste en économie des transports. La majorité des réseaux de villes de taille moyenne sont exploités sous forme de concession, ce qui n'est pas le cas des petits réseaux où on est soit en marché public, soit en régie, donc la question ne se pose pas. Dans le cas d'une concession à contribution financière et forfaitaire, pour que le risque puisse être porté et que le contrat puisse être qualifié de concession, on a la mécanique de recette valorisée. Voilà. La recette valorisée, c'est en fait l'usage multiplié par un coût que prend en charge l'AOM pour rémunérer le concessionnaire au risque donc, de la fréquentation. Voilà, pour faire un peu court. Sur cette recette valorisée, qui est assimilable à un complément de prix, elle est soumise à TVA. Et elle n'est pas récupérable par la partie versante. C'est pour ça, souvent, on entend dire dans les réseaux qui sont passés à la gratuité, le coût de la gratuité dans le contrat, ça a été la recette plus la TVA, qu'on ne peut pas récupérer. Sur les biens mis à disposition, s'il y a effectivement des biens mis à disposition, on passe par un mécanisme qui s'appelle la redevance de mise à disposition, qui représente un montant qui doit être ni symbolique ni dérisoire du coût global de fonctionnement du réseau. Et là, ça permet de récupérer, si j'ai bien compris, la TVA sur ces biens mis à disposition. En matière de fonctionnement, il n'y a pas de sujet, c'est très faible, mais en investissement, ça a quand même un impact. Donc ça, dans le cas d'une régie, je vais avoir un peu de mal à vous répondre. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment exploré, mais... Alors, normalement, non, on est TTC. Hein. Juste un complément, si je peux me permettre, pour préciser ce que vous évoquiez sur les biens mis à disposition, en considérant qu'il ne doit ni être excessif ni dérisoire. En gros, la règle à peu près reconnue par l'État, c'est 50% des montants des amortissements. Voilà, de manière très, très concrète. Ce qu'on met comme montant sur nos dotations aux amortissements, il est reconnu que le loyer d'usage peut être de l'ordre de 50% de ce montant-là. La grosse difficulté, c'est une jurisprudence de la DGFiP. Et donc, une jurisprudence, ça peut se modifier. Donc, il y a toujours, dans le cadre d'un rescrit fiscal, c'est bloqué pour la durée du contrat. Mais c'est vrai qu'il y a une petite inquiétude qu'on peut avoir sur le régime de TVA à terme. Là, on est vraiment dans la technique. Allez, une dernière question, Monsieur Chempruch. Michel Chempro pour la coordination nationale des collectifs pour les transports gratuits. Je voulais mettre un peu le pied dans le plat, dans le prolongement de ce que j'ai dit ce matin. On est dans une période historique où on a parlé d'urgence sociale et écologique, c'est-à-dire qu'on doit aller vers une rupture radicale de nos paradigmes, de nos fonctionnements pour faire face aux défis. Ça a été dit par plein de gens. Et on est dans une situation paradoxale où on constate des baisses de dotation de l'État, une restriction depuis maintenant 20 ans des politiques publiques qui vont vers des attaques systématiques des services publics. Or, on le voit bien, pour faire face aux défis, on a besoin, au contraire, d'augmenter les moyens. Pour les moyens publics, beaucoup d'élus locaux aimeraient bien faire des choses, mais on leur baisse les moyens au nom de la compétitivité économique, etc., où il faut baisser les charges, entre guillemets, des entreprises. Or, la richesse est produite d'une manière globale par l'économie. Donc, ça veut dire, nous, au collectif, on est pour l'augmentation du versement transport. Il doit être juste en fonction des entreprises. Il est absolument anormal que des grands groupes, des grandes multinationales payent très peu d'impôts, voire pas d'impôts. On en a cité plein dans l'actualité récente. Et il est du devoir
au niveau politique qu'on reprenne à bras-le-corps cette question-là. De l'argent, il y en a beaucoup. Par contre, il faut que, c'est-à-dire que dans le débat que j'observe là à la table, on est en train de trouver, de bidouiller des solutions dans le cadre existant. Et je pense qu'il y a beaucoup d'élus qui aimeraient bien être beaucoup plus ambitieux. Donc nous, on essaye de faire bouger aussi le débat public pour que, globalement, on réhabilite l'impôt, un impôt juste, pour financer une ambition qui est absolument nécessaire aujourd'hui, quoi. Est-ce que vous avez une question particulière ou... C'était un commentaire, mais voilà, qui nous invite à poser la question de la hausse du versement transport, comme ça a été possible en région parisienne. Je crois que c'est la loi Pacte qui avait voulu réaugmenter l'assujettissement en fait qui l'a baissé, voilà, de 11 à 9, oui. De 11 à 9, mais avec une compensation d'exonération par l'État. Donc c'est à peu près 82 millions d'euros de prélèvements sur recettes qui rentrent dans l'enveloppe des transferts financiers. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre de réglementation, en tout cas de nouveaux projets de loi ou d'amendements qui remettraient en cause, en tout cas, quel que soit... Enfin, ni le taux, ni l'assujettissement, ni l'assiette, je veux dire. Alors, dans le cadre du projet de loi mobilité, je crois que le versement transport s'appellera versement mobilité, mais globalement, oui, il est à peu près maintenu dans ses... Voilà, dans son... Absolument. Merci infiniment à vous cinq. Malika Amazous, chef de projet cabinet ITER, Didier Cazel, directeur général adjoint Keolis, Jean-Henri Maignan, premier vice-président de l'Association des communautés de France, Lucie Josse, sous-préfète, merci d'être avec nous, et Alain Lecointe, vice-président de l'agglomération niortaise.